Bienvenue au tribunal, Ben. Ta mère est là. Les mots de l'officier m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai lentement tourné la tête et je l'ai vue assise au premier rang, un sourire satisfait sur son visage bronzé. Cheveux blonds oxygénés, ongles rouges impeccables, vêtue d'une robe hors de prix qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Elle n'était pas là pour une réunion émouvante. Elle était là pour me poursuivre en justice pour 2 millions de dollars. Je m'appelle Ben, j'ai 28 ans, et c'est la première fois que je revois ma mère biologique depuis qu'elle m'a abandonné sur une plage de Phuket quand j'avais 9 ans. L'ironie est dévastatrice. Je suis assis à la table de la défense du même tribunal où je travaille comme avocat depuis 5 ans. Je connais chaque centimètre carré de cette salle, chaque tache au plafond, le grincement caractéristique de la chaise du juge lorsqu'il se penche en avant. Mais aujourd'hui, je me sens comme un étranger sur mon propre territoire. Lisa Crane, elle a repris son nom de jeune fille, bien sûr, me poursuit pour l'argent que mon père adoptif, Robert, m'a laissé à sa mort l'année dernière. 2 millions de dollars auxquels elle prétend avoir droit en tant que mère biologique injustement séparée de son fils. Elle ne sait pas que je l'ai reconnue dès qu'elle est entrée dans la salle d'audience. Même après presque 20 ans, je fais encore des cauchemars avec ce visage. La différence, c'est qu'à 9 ans, je pleurais en la suppliant de ne pas partir. Aujourd'hui, à 28 ans, je calcule exactement combien de moyens légaux existent pour la détruire complètement. Mon avocate, Jennifer Walsh, me chuchote à l'oreille, elle semble trop confiante. Êtes-vous sûr de ne pas avoir eu de contact avec elle pendant toutes ces années? Je secoue la tête. Aucun contact. Elle m'a abandonné sur une plage thaïlandaise et a disparu. Pas même une carte d'anniversaire en 19 ans. Jennifer fronce les sourcils. Alors d'où vient cette confiance? Les gens ne demandent pas 2 millions de dollars s'ils ne pensent pas avoir une chance réelle de gagner. C'est une bonne question. Mais tandis que j'observe Lisa classer ses documents avec la précision de quelqu'un qui est absolument certain de gagner, un sentiment familier m'envahit. Le même sentiment que j'ai eu sur cette plage lorsque j'ai compris qu'elle ne reviendrait pas. Le sentiment que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se produire. Quelque chose qui va au-delà de ce que je peux voir en surface. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai passé les 5 dernières années à étudier le droit de la famille et des successions. Ce n'est pas un hasard. Robert a toujours su que ce jour arriverait. Il m'y a préparé depuis l'âge de 15 ans, lorsque j'ai enfin eu le courage de lui raconter toute la vérité sur cet après-midi à Phuket. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez découvrir comment un abandon cruel s'est transformé en plus grand piège juridique jamais vu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pendant que Lisa sourit à son avocate comme si elle avait déjà gagné à la loterie, je prends discrètement une photo d'elle avec mon téléphone portable. Pas par nostalgie, mais parce que, dans quelques heures, je veux avoir un souvenir précis de l'expression de son visage au moment où elle découvrira que la proie qu'elle pensait avoir piégée a en fait passé ses dernières années à aiguiser ses griffes. Ce qu'elle ne soupçonne pas, c'est que cet enfant de 9 ans qu'elle a abandonné a grandi et a appris à utiliser le système judiciaire comme une arme chirurgicale de précision. Et aujourd'hui, dans ce tribunal que je connais comme ma poche, elle va découvrir exactement quel est le prix à payer pour avoir abandonné un enfant, afin de découvrir sa valeur des décennies plus tard. L'avocat de Lisa, un homme chauve vêtu d'un costume trop cher pour ses compétences, a commencé sa présentation avec l'assurance de celui qui croit avoir un dossier solide. Mesdames et messieurs les jurés, voici l'histoire d'une mère dont le fils lui a été injustement enlevé lors d'un voyage international traumatisant. J'ai failli éclater de rire. Voyage international traumatisant. C'est ainsi qu'elle décrivait ses 3 semaines de vacances à Phuket, où elle m'avait utilisé comme accessoire pour impressionner son riche petit ami qui payait tout. Lisa s'est redressée sur sa chaise, adoptant la posture de victime qu'elle avait probablement répétée devant le miroir pendant des semaines. Cheveux parfaitement coiffés, maquillage qui coûtait plus cher que le salaire minimum, larmes répétées prêtes à couler au bon moment. Elle a toujours été une actrice exceptionnelle. Dommage qu'elle ait choisi le mauvais public cette fois-ci. Ma cliente, a poursuivi l'avocat, a été séparée de son fils lors d'un moment de panique sur la plage. Quand elle est revenue pour le chercher, l'enfant avait disparu. Les autorités locales n'ont pas réussi à le retrouver. Et Lisa a passé les 19 dernières années à croire que son fils était mort. Mensonge numéro 1. Elle n'est pas revenue me chercher. Elle est allée au bar de l'hôtel avec Derek, l'homme d'affaires américain qui payait les factures, et m'a complètement oublié jusqu'à ce que la facture de carte de crédit arrive, indiquant des dépenses dans des parcs aquatiques et des restaurants pour enfants qu'elle ne se souvenait pas avoir autorisés. Jennifer me donne un petit coup de coude discret et murmure « Il construit un récit d'abandon involontaire. Cela pourrait poser problème. » Je secoue la tête. Elle ne comprend pas, Lisa n'improvise pas. Cette version de l'histoire a été soigneusement construite, probablement avec l'aide d'un détective privé qu'elle a engagé après avoir vu ma photo dans le journal local lorsque j'ai obtenu mon diplôme de droit. L'avocat poursuit. L'année dernière seulement,
grâce à un détective privé, Lisa a découvert que son fils avait été illégalement adopté par un Américain qui se trouvait en Thaïlande à la même époque. Robert Mitchell n'a pas suivi les protocoles légaux d'adoption internationale. Il a simplement emmené l'enfant aux États-Unis et falsifié les documents nécessaires. Mensonge numéro 2. Robert ne m'a emmené nulle part. J'étais déjà poursuivi par les autorités thaïlandaises lorsqu'il a décidé d'intervenir. 3 semaines après avoir été abandonné, j'étais toujours dans un orphelinat temporaire à Bangkok, ne parlant que portugais parce que Lisa n'avait jamais pris la peine de m'enseigner correctement l'anglais, trop traumatisé pour manger correctement, pesant 15 kilos de moins que la normale pour un enfant de 9 ans. Robert était consultant en ingénierie pour une compagnie pétrolière, il était en Thaïlande pour 6 mois pour le travail. Il n'avait pas prévu de m'adopter. Il n'aimait même pas particulièrement les enfants. Mais il y avait quelque chose dans mon histoire qui l'avait touché d'une manière qu'il n'a jamais pu expliquer complètement. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le premier jour » m'a-t-il demandé des années plus tard, quand j'ai enfin eu le courage de lui demander pourquoi il avait choisi de m'aider. « Tu as dit que ta mère reviendrait après avoir fini de boire ses cocktails roses. Tu étais tellement sûr qu'elle reviendrait que tu as refusé de manger quoi que ce soit pendant 5 jours. » Robert a passé 8 mois et dépensé $60 000 à naviguer dans les méandres de la bureaucratie thaïlandaise et américaine pour me faire venir légalement aux États-Unis. Chaque document a été authentifié, chaque procédure a été suivie à la lettre, chaque taxe a été payée. Il a tenu à ce que mon adoption soit irréprochable d'un point de vue juridique, car, même à l'époque, il soupçonnait que Lisa pourrait revenir un jour. L'argent dont Ben a hérité, poursuit l'avocat, devrait légalement appartenir à la mère biologique qui a été injustement privée de la possibilité d'élever son fils en raison des actes criminels de M. Mitchell. Lisa me regarde droit dans les yeux, avec le même sourire qu'elle avait lorsqu'elle voulait que je me taise pendant qu'elle flirtait avec des inconnus à l'hôtel. Un sourire qui disait « Sois gentil et maman te donnera un bonbon après ». Sauf que maintenant, le bonbon valait 2 millions de dollars. J'observe son langage corporel, la façon dont elle se penche légèrement en avant lorsque l'avocat mentionne l'argent, la façon dont ses yeux brillent lorsqu'il parle de réparation pour préjudice moral. Ce n'est pas une mère désespérée de retrouver son fils perdu. C'est une femme d'affaires qui calcule son retour sur investissement. Jennifer murmure à nouveau. « Ben, tu es sûr qu'elle n'a pas essayé de te contacter avant ? Parce qu'il semble avoir des informations très précises sur l'adoption. » C'est là que je comprends. Lisa ne poursuit pas seulement pour l'argent. Elle poursuit parce que quelqu'un lui a fourni des détails précis sur ma vie qui ne pourraient être obtenus qu'après une enquête approfondie. Elle est au courant du master en droit que Robert a financé. Elle connaît le cabinet d'avocats où je travaille. Elle est probablement au courant de la maison dont j'ai hérité, des économies que Robert m'a laissées, de chaque centime de l'héritage. Mais ce qu'elle ignore, et ce qui est sur le point de détruire complètement son dossier, c'est que Robert a tout documenté. Chaque appel téléphonique qu'il a passé pour la rechercher. Chaque annonce qu'il a publiée dans les journaux brésiliens et américains. Chaque tentative pour localiser ma famille biologique au cours des 5 premières années qui ont suivi l'adoption. Robert ne m'en a pas parlé à l'époque, car il ne voulait pas me donner de faux espoirs. Mais quand j'ai eu 18 ans, il m'a montré un dossier contenant 500 pages de documents, des preuves d'annonces dans les journaux, des reçus d'agences de détectives privés, des correspondances avec des consulats, et même une vidéo d'une apparition dans une émission de télévision locale à Sao Paulo où il tenait ma photo et suppliait ma famille biologique de le contacter. Lisa a eu 5 ans pour répondre. 5 ans pendant lesquels elle aurait pu me récupérer légalement, sans procès, sans avocat, sans drame. Elle a choisi de ne pas répondre parce qu'elle était occupée à dépenser l'argent qu'elle avait reçu en me vendant à une agence de trafic d'êtres humains à Bangkok. Oui. Vendu. C'est la partie de l'histoire que son avocat n'a pas mentionnée. La partie que j'ai découverte lorsque j'ai mené ma propre enquête à l'âge de 25 ans. Lisa ne m'a pas perdu sur la plage. Elle m'a remise à une femme thaïlandaise en échange de 5 000 $ en espèces et d'une fausse Rolex qu'elle portait encore lorsqu'elle a été photographiée lors d'une fête du Nouvel An à Copacabana 3 mois plus tard. La femme thaïlandaise était l'intermédiaire d'un réseau qui vendait des enfants américains et européens à des familles riches dans d'autres pays. J'aurais dû être envoyé dans une famille à Hong Kong qui était prête à payer 50 000 $ pour un enfant américain. Mais le réseau a été découvert par la police avant que cela ne se produise, et tous les enfants ont été placés dans des orphelinats temporaires jusqu'à ce que leur situation puisse être réglée. Lisa a reçu son paiement et a disparu. Elle n'est pas restée pour savoir ce qui m'était arrivé. Elle n'est pas revenue pour vérifier si j'allais bien. Elle a pris l'argent, a acheté un billet de retour pour le Brésil et a passé les 19 années suivantes à se construire une vie basée sur des mensonges au sujet du fils qu'elle avait tragiquement perdu. Pendant que son avocat continue de créer son récit d'abandon involontaire, je sors discrètement mon téléphone portable et envoie un message à Jennifer. Vérifie le dossier bleu sur mon bureau. Document 7. La vérité sur Phuket.
Jennifer me regarde avec curiosité, mais ne pose aucune question. Elle sait que je ne fais pas d'erreur lorsqu'il s'agit de documents juridiques. Si je suis confiante, c'est parce que j'ai des raisons de l'être. Ce que Lisa ne comprend pas, c'est que cet enfant traumatisé de 9 ans a grandi et s'est spécialisé précisément dans le type de droit qu'elle tente de manipuler. J'ai passé les 7 dernières années à étudier les cas d'adoption internationale, de traite des êtres humains et de droit de la famille, précisément parce que je savais que ce jour arriverait. Robert m'a appris que la vengeance n'est pas une question d'explosions émotionnelles. La vengeance est une question de patience, de préparation et de précision chirurgicale. Lisa est sur le point de découvrir que le fils qu'elle a vendu pour 5 000 $ vaut désormais bien plus que 2 millions. Et que certaines dettes accumulent des intérêts pendant des décennies, jusqu'à ce que le moment vienne de tout récupérer d'un coup. Son avocat termine sa plaidoirie initiale par une touche dramatique sur la justice tardive et les droits maternels. Lisa sourit comme si elle avait déjà gagné. Ils ne savent pas qu'ils viennent de marcher droit dans un piège que j'ai mis 16 ans à construire. C'est maintenant mon tour de parler. Jennifer revient de l'arrière-salle avec le dossier bleu, et même de loin, je peux voir son expression changer à mesure qu'elle lit. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle arrive au document 7, le rapport d'Interpol sur le réseau de traite d'êtres humains à Phuket en 1994. Le même réseau qui a transformé ma mère en trafiquante d'enfants pour 5 000 $ et une fausse Rolex. Mais avant qu'elle n'ait le temps d'assimiler complètement l'information, l'avocat de Lisa se lève pour une nouvelle manœuvre qui me prend au dépourvu. Votre honneur, annonce-t-il, je voudrais appeler un témoin surprise qui est arrivé ce matin spécialement pour ce procès. Quelqu'un qui peut confirmer les faits concernant la disparition traumatisante du mineur Ben Hart. Mon sang se glace. Un témoin surprise? Robert et moi avons passé des années à rechercher chaque personne qui se trouvait à Phuket à cette époque. Il ne reste plus personne. La porte du tribunal s'ouvre et un homme grand, bronzé, aux cheveux gris et vêtu de costume coûteux entre. Même après 19 ans, je reconnais immédiatement Derek Lawson, l'homme d'affaires américain qui finançait les vacances de Lisa en échange de services que je préfère ne pas imaginer en détail. Lisa se retourne pour le saluer avec un sourire radieux, comme s'ils étaient de vieux amis qui se retrouvaient. Mais je peux voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle serre son sac plus fort. Derek n'est pas là par nostalgie. Il est là parce qu'elle l'a appelé, et qu'elle a probablement bien payé pour sa mémoire sélective. Derek s'approche du banc des témoins avec l'assurance de quelqu'un qui a répété son témoignage plusieurs fois. Il me regarde droit dans les yeux, et pendant une seconde, j'aperçois une lueur de reconnaissance. Il se souvient du garçon de 9 ans qui avait l'habitude de s'asseoir seul dans le hall de l'hôtel pendant que Lisa réglait des affaires, dans la chambre à l'étage. Monsieur Lawson, commence l'avocat, étiez-vous présent dans le complexe hôtelier thaïlandais lors de l'incident de 1994? Oui, j'y étais. J'étais un ami proche de la famille Hart à l'époque. Derek ajuste sa cravate, évitant mon regard. J'ai été témoin de tout le drame lorsque l'enfant a disparu sur la plage. Pouvez-vous décrire à la cour ce qui s'est passé ce jour-là? Derek prend une profonde inspiration, comme s'il revivait un traumatisme. C'était horrible. Lisa surveillait Ben sur la plage, mais il y avait beaucoup d'agitation, des vendeurs ambulants, des touristes, des enfants qui couraient dans tous les sens. Elle a perdu Ben de vue pendant un instant, et quand elle a regardé à nouveau, il avait complètement disparu. Mensonge numéro 3. Et le plus élaboré jusqu'à présent. Lisa était désespérée, poursuit Derek, la voix chargée d'émotion. Elle a couru sur la plage en criant son nom, elle a cherché dans chaque cabane, chaque hôtel des environs. Nous avons immédiatement appelé la police. Elle n'a pas dormi pendant 3 jours, à la recherche de cet enfant. Je sens ma mâchoire se crisper involontairement. Derek décrit une mère dévouée et désespérée. La réalité est que Lisa a passé ses 3 jours au spa de l'hôtel, à se faire masser et à boire des cocktails aux noms exotiques, pendant que je pourrissais dans une cellule improvisée à Bangkok, attendant d'être vendue à la famille de Hong Kong. Jennifer me donne un petit coup de coude discret et murmure « Il ment, n'est-ce pas ?» J'acquiesce légèrement, mais je sens que le jury est influencé. Derek est convaincant. Il a le genre de présence autoritaire qui vient de décennies passées à conclure des affaires de grande valeur. Si je ne connaissais pas la vérité, je le croirais probablement aussi. La police thaïlandaise a-t-elle mené une enquête compétente? Demande l'avocat. Derek secoue gravement la tête. Malheureusement, non. Il y avait de la corruption, un manque de ressources, des barrières linguistiques. Lisa a engagé des détectives privés avec son propre argent, mais après des semaines sans piste, les autorités l'ont convaincu que Ben avait probablement, enfin, qu'il n'y avait plus d'espoir. Et qu'a fait Madame Hart alors? Elle est rentrée aux États-Unis complètement dévastée. Pendant des années, elle a continué à recevoir des rapports de fausses observations,
Elle a dépensé ses économies à suivre des pistes qui ne menaient nulle part. La perte de ce garçon a détruit sa vie. Ma main serre involontairement le stylo que je tiens. Derek réécrit l'histoire avec le talent d'un romancier professionnel. Dans sa version, Lisa est la victime tragique, et Robert est le méchant opportuniste qui a profité de la situation. Monsieur Lawson, l'avocat marque une pause dramatique. D'après vous, d'après ce que vous avez vu, Lisa Hart a-t-elle volontairement abandonné son fils sur cette plage? Absolument pas, répond Derek avec véhémence. C'est ridicule. J'ai vu le désespoir dans les yeux de cette femme. Si quelqu'un essayait de me dire qu'elle a abandonné Ben intentionnellement, je dirais que cette personne est soit malveillante, soit complètement mal informée. Le silence dans la salle d'audience est assourdissant. Je sens que certains membres du jury me regardent avec ce qui semble être de la suspicion. Derek vient de transformer mon récit d'abandon d'enfant en un fantasme d'adulte traumatisé aux souvenirs déformés. C'est à ce moment-là que je réalise toute la sophistication du piège tendu par Lisa. Elle n'est pas venue sans préparation. Elle est venue avec une version alternative de l'histoire si bien construite qu'elle pourrait passer pour la vérité dans n'importe quel tribunal du pays. Derek ne se contente pas de mentir. Il construit une réalité parallèle où elle est l'héroïne injustement traitée. Jennifer se penche vers moi. Ben, avez-vous des preuves qui contredisent directement son témoignage? Je souris pour la première fois depuis le début du procès. Mieux que des preuves, Jennifer. J'ai Derek lui-même. Elle fronce les sourcils, ne comprenant pas. Derek a commis une erreur fondamentale dans son témoignage, murmurai-je. Il a dit que Lisa avait engagé des détectives privés avec son propre argent. Mais j'ai les registres financiers de l'époque. Lisa n'avait pas d'argent à elle. Toutes les dépenses du voyage, y compris mon passeport et mon visa, ont été payées avec la carte de crédit professionnelle de l'entreprise de Derek. Jennifer commence à comprendre où je veux en venir. Plus important encore, je continue, Derek a dit qu'il avait été témoin de tout ce qui s'était passé sur la plage. Mais le rapport d'Interpol est très clair sur l'endroit où se trouvait Derek ce jour-là. Il était à une réunion d'affaires à Bangkok, à 400 km de là, essayant de conclure un accord minier qui a ensuite fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. La réputation de Derek n'est pas aussi irréprochable qu'il voudrait le faire croire au tribunal. Au cours des 15 dernières années, son entreprise a été impliquée dans au moins 3 scandales internationaux liés à des pots de vin et à l'exploitation des ressources naturelles dans les pays en développement. Il a le genre de passé qui incite automatiquement les jurés à remettre en question sa crédibilité. Et ce n'est pas tout, chuchotai-je à Jennifer. Derek ne le savait pas, mais Robert a enregistré une conversation téléphonique avec lui en 1996. Jennifer hausse un sourcil. Robert essayait de localiser des témoins de ma disparition afin de renforcer la procédure d'adoption. Lorsqu'il a appelé Derek pour lui demander de l'aide afin de trouver des informations sur ce qui m'était arrivé, Derek a dit textuellement que Lisa s'était débarrassée du gamin parce qu'il gênait ses affaires. Cet enregistrement est conservé chez mon avocat de famille depuis plus de 20 ans. Si vous vous demandez comment quelqu'un peut être aussi cruel envers un enfant et ensuite mentir effrontément à ce sujet devant un tribunal, continuez à suivre l'affaire pour découvrir comment ce stratagème va s'effondrer de manière spectaculaire. Jennifer prend rapidement des notes, les yeux brillants à l'idée d'une contre-attaque dévastatrice. Mais je lève la main pour lui faire signe d'attendre. Derek n'a pas encore fini de se pendre avec sa propre corde. L'avocat de Lisa pose quelques questions supplémentaires, permettant à Derek de s'étendre sur la dévotion maternelle de Lisa et l'injustice de l'adoption de Robert. Chaque mensonge supplémentaire ne fait que rendre sa chute inévitable plus satisfaisante. Lorsque Derek termine enfin son témoignage et s'apprête à descendre du banc des témoins, il me regarde directement pour la première fois depuis qu'il a commencé à parler. Il y a quelque chose dans ses yeux que je n'arrive pas à déchiffrer complètement. De la culpabilité, un défi, ou simplement la curiosité morbide d'un homme qui veut voir comment son mensonge le plus élaboré va être démantelé. Je lui souris. Un sourire froid, calculé, qui porte 19 ans de colère cristallisée. Derek doit voir quelque chose dans mon expression qui le fait hésiter, car sa confiance vacille pendant une fraction de seconde. C'est alors que je me lève. Votre honneur, la défense aimerait poser quelques questions à Monsieur Lawson. Le juge fait signe. Allez-y. Jennifer me regarde avec inquiétude. Il n'est pas habituel que l'accusé interroge directement les témoins. Mais cette affaire a cessé de suivre les protocoles dès l'instant où ma propre mère a décidé de me poursuivre en justice pour obtenir de l'argent qu'elle ne mérite pas. Je m'avance lentement vers Derek, qui semble maintenant beaucoup moins à l'aise qu'il y a quelques minutes. La salle d'audience est plongée dans un silence absolu. Même Lisa a cessé de chuchoter avec son avocat et m'observe avec une attention totale. Monsieur Lawson, je commence, d'une voix calme mais pénétrante,
Êtes-vous absolument certain d'avoir personnellement assisté aux événements qui se sont déroulés sur la plage de Phuket le 6 novembre 1994 ? Derek hésite une fraction de seconde. Oui, j'en suis certain. Intéressant. Parce que j'ai ici, je brandis un document, le registre des entrées et sorties de l'hôtel Paradise Resort à Phuket pendant cette période. Pourriez-vous expliquer comment vous avez pu assister aux événements sur la plage alors que, selon ces registres, vous avez quitté l'hôtel le matin du 5 novembre ? Le visage de Derek pâlit légèrement, mais il garde son sang-froid. Il doit y avoir une erreur dans les registres de l'hôtel. Ou peut-être y a-t-il une erreur dans votre témoignage. Je sors un autre document. Voici votre déclaration de revenus de cette année-là, où vous indiquez des frais de déplacement à Bangkok les 5, 6 et 7 novembre 1994. Des frais liés au projet minier de Lawson International. L'avocat de Lisa se lève. Objection. Pertinence ? La pertinence, l'interrompt-je avant que le juge ne puisse répondre, est que M. Lawson commet un parjure devant cette cour afin de dissimuler un crime qu'il a aidé à orchestrer il y a 19 ans. La salle d'audience explose en murmures. Derek transpire visiblement à présent. Lisa semble avoir cessé de respirer. Monsieur Lawson, je continue, ma voix coupant à travers le bruit, combien Lisa a-t-elle reçu pour me livrer aux trafiquants ? 5 000 $? 10 000 ? Ou était-ce un pourcentage des 50 000 que votre organisation recevrait en me vendant à la famille de Hong Kong ? C'est objection. L'avocat de Lisa est presque en train de crier maintenant. Mais Derek n'attend pas la décision du juge. Il se lève du banc des témoins, son masque de respectabilité complètement tombé. Je ne vais pas rester ici à être accusé par un gamin qui ne sait même pas de quoi il parle, grogne-t-il. Et c'est exactement la réaction que j'attendais. Derek quitte le tribunal en tapant du pied, mais le mal est déjà fait. Le jury a vu un homme respectable s'effondrer complètement lorsqu'il a été confronté à des faits élémentaires. Lisa chuchote furieusement avec son avocat, et je peux voir à leurs expressions que sa confiance commence à s'effriter. Mais je n'ai pas encore fini. Derek n'était qu'un avant-goût. Jennifer revient à la table de la défense avec une boîte d'archives que je reconnais immédiatement. C'est la collection Phuket. 22 ans de documents que Robert et moi avons méticuleusement compilés sur ce qui s'est réellement passé sur cette plage thaïlandaise. Ben, murmure-t-elle, c'est comme avoir une machine à remonter le temps. Tu as des reçus, des photos, même des enregistrements audio ? J'acquiesce. Robert m'a appris que les souvenirs peuvent être remis en question, mais que les documents ne mentent pas. Quand j'avais 15 ans et que j'ai enfin réussi à parler de Phuket sans avoir de crise de panique, il m'a dit qu'un jour, ces preuves seraient nécessaires. J'ouvre la boîte et j'en sors un dossier intitulé « Documents financiers 1994 à 1996 ». Lisa a dépensé les 5 000 $ qu'elle a reçus en me vendant en exactement 17 jours. Casino à Las Vegas, spa coûteux à Beverly Hills, chirurgie plastique à Miami. Chaque transaction documentée, chaque reçu conservé. Comment as-tu obtenu tout ça ? Demande Jennifer en feuilletant les reçus. Derek. Je souris froidement. Il payait toutes ses dépenses avec une carte de crédit d'entreprise. Lorsque Robert enquêtait sur ma disparition, il a engagé un expert comptable judiciaire qui a retracé chaque centime. Derek utilisait l'entreprise pour blanchir l'argent provenant d'opérations en Asie, y compris le trafic d'êtres humains dans lequel j'étais impliqué. Jennifer retient son souffle pendant une seconde. Ben, tu es en train de me dire que tu as des preuves que Derek était financièrement impliqué dans le trafic d'êtres humains ? Pas seulement impliqué. Il était le bras financier de l'opération. Je sors un autre document. Son entreprise, Lawson International, faisait l'objet d'une enquête du FBI pour blanchiment d'argent entre 1993 et 1997. Le trafic à Phuket n'était qu'une petite partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Ce que Lisa ne réalise pas, c'est qu'en faisant appel à Derek comme témoin, elle vient de lier sa défense à un criminel international. L'enquête du FBI n'a jamais abouti à des poursuites judiciaires, car Derek s'est enfui vers des pays sans traité d'extradition. Mais les dossiers de l'affaire existent toujours, et j'en ai des copies. Et ce n'est pas tout. Je continue en sortant une cassette audio. Voici la conversation téléphonique entre Robert et Derek en 1996. La partie où Derek dit que Lisa s'est débarrassée du gamin parce qu'il gênait les affaires n'est que le début. Jennifer branche la cassette à notre équipement audio. La voix de Derek résonne dans la salle d'audience, cristalline même après 26 ans. Écoute, Robert, cette femme était un problème dès le premier jour. Le gamin n'était qu'un bagage supplémentaire qu'elle avait amené. Quand les Thaïlandais ont proposé de régler la situation, elle n'a pas hésité une seconde. 5 000 $ et une Rolex, mec. Elle a signé les papiers comme si elle achetait une voiture.
Jennifer pâlit. C'est un aveu de traite d'êtres humains. Et de parjure. Je pointe du doigt le banc des témoins où Derek se trouvait il y a 10 minutes. Il vient de jurer sous serment que Lisa était une mère désespérée à la recherche de son fils disparu. Mais dans cet enregistrement, datant d'il y a 26 ans, il admet qu'elle m'a vendu de son plein gré. Si vous suivez cette révélation choquante et que vous voulez découvrir comment ce réseau de mensonges va s'effondrer complètement, continuez avec nous dans cette aventure jusqu'à la fin. Lisa m'observe depuis la table du plaignant, et pour la première fois depuis qu'elle est entrée dans la salle d'audience, je vois de l'incertitude dans ses yeux. Elle se rend compte que quelque chose a changé dans la dynamique de la salle. Derek s'est enfui, la laissant seule avec un avocat qui ne s'attendait clairement pas à un tel niveau de documentation. Mais la véritable bombe n'a pas encore explosé. Je sors un dossier vert de la boîte, celui que Robert m'avait fait promettre de n'ouvrir que si Lisa essayait un jour de me poursuivre en justice. Jennifer, j'ai besoin que vous voyiez cela avant de continuer. J'ouvre le dossier et j'en retire un certificat de décès. Mon propre certificat de décès, délivré par le gouvernement thaïlandais en décembre 1994. Lisa ne m'a pas seulement abandonné et vendu. J'explique, ma voix prenant un ton froid qui résonne à travers la pièce. Elle m'a officiellement déclaré mort afin d'éviter tout problème juridique futur. Ce certificat a été délivré à sa demande, par l'intermédiaire du consulat américain à Bangkok. Jennifer lit le document avec incrédulité. Elle vous a fait déclarer mort? Légalement mort? À toute fin légale, Ben Hart est mort en Thaïlande en 1994. La personne assise à cette table est Ben Mitchell, légalement adopté par Robert Mitchell. Lisa ne poursuit pas le fils qu'elle a abandonné. Elle poursuit un parfait inconnu qui se trouve avoir le même ADN. L'avocat de Lisa feuillette frénétiquement ses propres documents, à la recherche d'une réponse à cette révélation. Il n'était manifestement pas au courant du certificat de décès. Lisa semble également surprise, ce qui signifie qu'elle a oublié cette petite formalité administrative qu'elle a signée il y a 28 ans. Et ce n'est pas tout, ai-je poursuivi en sortant le dernier document du dossier vert. Voici une déclaration sous serment que Lisa a signée, renonçant à tous ses droits parentaux sur Ben Hart en échange du traitement du certificat de décès. Elle ne peut pas intenter de procès pour obtenir l'argent de Robert, car légalement, elle n'a jamais eu d'enfant nommé Ben Hart qui puisse hériter de quoi que ce soit. Jennifer sourit maintenant. Ben, c'est dévastateur. Elle a légalement renoncé à tous ses droits sur toi il y a 3 décennies. Je regarde Lisa, qui a enfin cessé de chuchoter avec son avocat et me regarde droit dans les yeux. Il n'y a plus de sourire confiant. Il n'y a plus de posture de victime injustement traitée. Il n'y a plus que la lente et terrifiante prise de conscience qu'elle s'est dirigée droit vers un piège qui a mis 28 ans à se mettre en place. La question n'est pas de savoir si elle m'a abandonné ou si Robert m'a légalement adopté, dis-je en classant les documents dans un ordre chronologique parfait. La question est de savoir si une personne peut légalement déclarer son propre enfant mort, renoncer à tous ses droits parentaux, puis poursuivre cet enfant des décennies plus tard lorsqu'elle découvre qu'il a hérité d'une fortune. Et la réponse à cette question est « demande Jennifer, même si elle la connaît déjà. » Absolument pas, je ferme le dossier vert. Lisa n'est plus ma mère légale depuis 28 ans. C'est une inconnue qui tente de voler l'argent d'un homme qu'elle a aidé à se livrer au trafic de drogue lorsqu'elle était enfant. Le silence à la table de la défense est profond. Jennifer réorganise mentalement toute notre stratégie, réalisant que nous n'avons pas besoin de nous défendre. Nous devons contre-attaquer. Ben, murmure-t-elle, tu veux la poursuivre en retour. Je hoche la tête. Je ne veux pas son argent. Je veux quelque chose de bien plus précieux. Quoi? Je regarde Lisa une dernière fois avant de me tourner vers Jennifer avec un sourire qui reflète 28 ans de planification patiente. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie en sachant que le fils qu'elle a abandonné pour 5 000 $ a grandi et est devenu l'avocat qui l'a complètement détruite. Le marteau du juge résonne dans la salle, rappelant tout le monde à l'ordre. Il est temps pour la défense de présenter son dossier. Il est temps de montrer à Lisa et au monde entier ce qui arrive quand on sous-estime un enfant qui a eu 28 ans pour grandir, étudier et planifier sa propre justice. Ce qu'elle ne réalise pas encore, c'est que ce tribunal n'est pas seulement l'endroit où elle va perdre 2 millions de $. C'est l'endroit où elle va découvrir le véritable prix à payer pour avoir vendu son propre fils. Et ce prix sera facturé avec des intérêts composés sur près de 3 décennies. La défense appelle Lisa Hart à la barre. Ma voix résonne dans la salle d'audience avec la froideur chirurgicale que j'ai développée au fil des années de pratique. Lisa hésite, ses yeux cherchant désespérément une issue qui n'existe pas. Son avocat lui murmure quelque chose d'urgent à l'oreille, mais elle est coincée. Refuser serait admettre sa culpabilité. Elle se dirige vers la barre des témoins d'un pas hésitant.
Ses ongles rouges parfaitement manucurés sont maintenant rongés. Sa robe coûteuse est froissée. La confiance qu'elle affichait il y a 2 heures s'est complètement évaporée. Madame Hart, commence-je en brandissant le certificat de décès thaïlandais, reconnaissez-vous ce document? Lisa regarde le papier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Je ne m'en souviens pas. Est-ce votre signature au bas du document? Silence. Elle sait que toute réponse l'incriminera. Votre honneur, je demande à ce que soit versé au dossier comme preuve numéro 1. Le certificat de décès de Ben Hart, demandé et signé par Lisa Hart en décembre 1994. Je remets le document à l'officier. Madame Hart, pourquoi une mère désespérée, à la recherche de son fils disparu, demanderait-elle un certificat de décès? Les autorités ont dit que c'était nécessaire pour... Pourquoi? L'interroge-je. Pourquoi exactement un certificat de décès serait-il nécessaire? Lisa regarde son avocat, mais celui-ci est plongé dans l'étude de ses propres documents, préparant clairement une échappatoire stratégique à ce désastre. Pour régler des questions juridiques, murmure-t-elle. Quelles questions juridiques? Je sors un autre document. Voici votre déclaration de revenus de 1995. Je vois que vous avez déclaré une perte importante, plus précisément une déduction pour frais liés à une tragédie familiale. Pouvez-vous m'expliquer? Le visage de Lisa rougit. J'avais besoin. Les dépenses. Les dépenses pour me rechercher? Ou les dépenses pour célébrer votre nouvelle vie? Je pose sur la table les reçus de casino que Sarah a trouvés. Ce sont vos dépenses au cours des 2 semaines qui ont suivi ma disparition. 23 000 $ à Las Vegas. 15 000 dans des spas de luxe. 8 000 $ en chirurgie plastique. Cela ne prouve rien, s'écrie Lisa, son masque tombant enfin. J'étais en deuil. Les gens gèrent les tragédies de différentes manières. Vous avez raison. Je me dirige vers l'équipement audio. Les gens gèrent les tragédies de différentes manières. Certains souffrent. D'autres célèbrent. Écoutons comment vous avez géré la situation. J'appuie sur le bouton. La voix de Derek résonne dans la salle d'audience, cristalline même après 26 ans. Cette femme était un problème dès le premier jour. Le garçon n'était qu'un bagage supplémentaire qu'elle avait apporté. Quand les Thaïlandais ont proposé de régler la situation, elle n'a pas hésité. 5 000 $ et une Rolex, mec. Elle a signé les papiers comme si elle achetait une voiture. Le silence dans la salle d'audience est absolu. Lisa est pâle comme un linge. Certains membres du jury ont des expressions d'horreur pure. Cet enregistrement est faux, crie-t-elle. Derek mentait. Intéressant. J'arrête l'enregistrement. Donc Derek mentait quand il a dit cela à Robert en 1996. Mais il disait la vérité lorsqu'il a témoigné ici aujourd'hui pour vous défendre? Lisa comprend le piège, mais il est trop tard. Ou bien, je continue, ma voix gagnant en intensité, Derek disait la vérité dans les 2 cas. Vous m'avez vendu pour 5 000 $. Et aujourd'hui, il est venu ici pour mentir sous serment afin de vous protéger tous les 2 d'accusations fédérales de traite d'êtres humains. Ce n'est pas. Lisa s'effondre devant toute la salle. Madame Hart, ma voix résonne désormais dans la salle comme un marteau. Où était Derek le 6 novembre 1994? Ah, à la plage. En train de regarder. Mensonge. Je pose les registres de l'hôtel sur la table. Derek a quitté l'hôtel le 5 et s'est envolé pour Bangkok. Il n'a pas pu assister à ma disparition, car il était en réunion d'affaires à 400 km de là. Lisa tremble maintenant. Je ne m'en souviens pas exactement. Vous ne vous en souvenez pas? Je sors un autre document. Voici le rapport d'Interpol sur le réseau de trafic d'êtres humains qui opérait à Phuket entre 1993 et 1995. Vous voulez savoir où votre nom apparaît? Lisa tente de se lever, mais l'officier l'en empêche. Page 47. Lisa Hart, citoyenne américaine, soupçonnée d'avoir livré un mineur américain à des intermédiaires du réseau. Montant de la transaction, 5 000 $ américains plus une montre bracelet. Je la regarde droit dans les yeux. Vous voulez savoir pourquoi vous n'avez jamais fait l'objet d'une enquête? Elle ne répond pas. Parce que vous m'avez déclaré mort. Techniquement, il n'y avait pas de crime si la victime n'existait pas, je souris froidement. Mais je suis vivant, Madame Hart. Et les crimes contre les enfants sont imprescriptibles. L'avocat de Lisa retrouve enfin sa voix. Votre honneur, ma cliente invoque son droit de garder le silence. Trop tard. Je me tourne vers le juge. Votre honneur,
La défense demande le classement immédiat de cette affaire et invite cette cour à informer le ministère public fédéral des preuves de trafic international d'êtres humains et de parjure. Lisa sanglote maintenant, sa véritable nature enfin révélée. Ce n'est pas une mère victime d'une injustice. C'est une criminelle qui a passé 3 décennies à construire un mensonge qui vient d'être publiquement démoli. De plus, je continue, ma voix couvrant ses sanglots. Comme Ben Hart est légalement mort depuis 28 ans, Lisa Hart n'a aucun droit parental sur Ben Mitchell. Elle est une étrangère qui poursuit un homme pour de l'argent sur la base de documents qu'elle a elle-même rendus nuls en déclarant l'enfant mort. Le juge frappe son marteau. Affaire classée. Huissier. Escortez Madame Hart dehors pendant que je prépare les documents pour le ministère public. Lisa me jette un dernier regard tandis qu'on l'emmène. Ses yeux sont remplis d'une haine pure. Tu as toujours été un enfant ingrat, crache-t-elle. J'aurais dû te laisser mourir dans cet orphelinat. Mais tu ne l'as pas fait, répondis-je calmement. Tu m'as vendu. Et maintenant, 28 ans plus tard, tu découvres que tu as fait la pire affaire de ta vie. Les menottes cliquaient à ses poignets. La dernière image que j'ai de Lisa Hart est celle d'elle traînée par les agents, criant à propos d'injustice et de mensonges, complètement incapable d'accepter que ses propres actions l'ont détruite. La salle d'audience se vide lentement. Jennifer range nos documents, souriant avec une satisfaction professionnelle. Ben, c'était artistique. Je regarde le banc vide où Lisa était assise quelques heures plus tôt, confiante et arrogante. Robert disait toujours que la vengeance est un plat qui se mange froid. 28 ans, c'est assez long pour refroidir. Alors que nous quittons le tribunal, mon téléphone vibre. C'est un message d'un journaliste local, nous avons entendu parler de l'affaire. Souhaiteriez-vous commenter vos sentiments à l'idée de poursuivre votre propre mère? Supprimé. Je ne suis pas Ben Hart, le fils abandonné de Lisa Hart. Je suis Ben Mitchell, avocat à succès et fier fils de Robert Mitchell. Cette différence vient de coûter à Lisa Hart sa liberté, sa réputation et toute chance de reconstruire sa vie fondée sur des mensonges. Certains prix sont payés avec des décennies d'intérêts composés. 3 mois plus tard, je reçois une lettre à la prison. Lisa a été condamnée à 15 ans pour trafic d'êtres humains et parjure. Le FBI a découvert que Derek dirigeait un réseau international depuis des décennies et qu'elle n'était qu'une des nombreuses mères qui vendaient des enfants américains à l'étranger. Je n'ouvre pas la lettre. Certaines conversations ont pris fin il y a 28 ans sur une plage thaïlandaise. Au lieu de cela, je me rends au bureau de la Fondation Robert Mitchell, que nous avons inauguré le jour du 1er anniversaire de sa mort. Nous avons utilisé les 2 millions de dollars pour créer un programme qui offre une représentation juridique gratuite aux enfants victimes de trafic d'êtres humains. Jennifer est devenue notre directrice juridique. 5 nouveaux cas cette semaine, rapporte-t-elle en montrant les dossiers d'enfants qui ont été retrouvés et qui doivent naviguer dans le système juridique pour reconstruire leur vie. Robert serait fier, ajoute-t-elle en regardant sa photo accrochée au mur central. Je souris en touchant discrètement la cicatrice sur mon poignet, une marque que j'ai reçue dans cet orphelinat de Bangkok, souvenir permanent de l'époque où je n'étais qu'un bagage abandonné. Lisa avait raison sur un point, dis-je en regardant par la fenêtre où des enfants jouent dans le parc. Je suis vraiment devenu un garçon ingrat. Ingrat d'avoir survécu à cette plage pour devenir l'homme qui l'a mise derrière les barreaux. L'ironie est parfaite. Le fils qu'elle a vendu pour 5 000 $ vaut maintenant des millions, non pas en argent, mais en vie sauvée. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits où la vengeance trouve son véritable sens. Aujourd'hui, lorsque des enfants me demandent comment surmonter l'abandon, je leur donne la même réponse que Robert m'a donnée à l'âge de 15 ans, ne devenez pas comme ceux qui vous ont fait du mal. Devenez celui dont vous aviez besoin lorsque vous étiez vulnérable. Lisa a essayé de me vendre comme un bagage jetable. 2 décennies plus tard, elle a découvert qu'elle avait créé l'avocat qui mettrait les trafiquants comme elle en prison pour le reste de leur vie. Certains investissements rapportent vraiment des intérêts composés. Я вас не пойму. Так уж видно. О, свет не видно, нормально. Живем теперь. Я задумчивый. В чат плюс пишем, ребят, чат плюс. Если вы тут кайфуете, если нет, минус.
Если нет, минус. Сейчас плюс. Этот свет всех задает. Да, я показываю себе о чем. Мне что, плохо видно? Ну лампа самая веселая у нас походу сегодня. А на стрим будет целый день. Журнал действий. Да, я жду. Приглашаются для получения питания и напитков. Кафе «Пицца», «Вафа», «Роу-бургер», «Кофе-шоп», «Блэк-шип-бар». Пассажиры рейса 6601 Екатеринбург, авиакомпании «Россия». Приглашаются для получения питания и напитков. Кафе «Пицца», «Вафа», Надо такую лампу себе купить. Из такой лампы делать стрим. «Блэк-шип-бар». Че молчишь? Давай пиши что-то. Даже не понятно, просто... Ну сейчас болталку, да, болтаем тут. А нету нашего версии. Нет, вы перелистнулась просто сейчас. Экшен. А вот здесь нету. Есть, второй последний. 12-20, грамм 40. Че там? Кидает вайп ожидания. Да, прям вайп имбола. Я думаю, когда будет 30%, я вырублю стрим. Я думаю, доживет мой телефон до этого. Что мне тебе сказать? Вы нихуя не пишете. Напишите, что мне сказать. А? Вопросы задавайте мне. Вопросы задаем. Пока я здесь, вопросы задаем. Ничего не слышно?